Salut à tous. Alors aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Hassen, plus connu sous le pseudo de JM Arabisto sur Instagram. J'en suis assez fier, c'est moi qui ai eu l'idée. Donc vous pouvez aller le suivre, le lien est de toute façon dans la description. Et il a importé du Japon avec l'aide de GT Import cette voiture qui est une Toyota Aristo et qui est aussi proche que possible de ce que pourrait être une Supra berline. Bon, on verra ça juste après le générique, mais avant tout, comme d'habitude, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est comme d'habitude Car Vertical. Vous commencez à connaître. Alors ceux qui suivent pas la chaîne, Car Vertical c'est un site qui vous permet de sortir le rapport d'une voiture que vous comptez acheter ou que vous possédez déjà. Donc avec le numéro de châssis ou avec la plaque française de la voiture, vous pouvez aller sur le site et vous pouvez sortir vraiment le kilométrage, tout ce qui va être entretien, tout ce qui va être si la voiture a été volée quelque part en Europe. Alors c'est pas tout à fait comme Istovec, ça vient vraiment en complément d'Istovec. Vraiment, autant faire les deux. Si vous avez dépensé des milliers d'euros dans votre voiture, autant mettre quelques euros en plus pour obtenir le rapport, c'est une sécurité en plus. Bon. Vous avez le lien dans la description pour pouvoir avoir une petite réduction sur ce rapport, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on va parler de cette voiture. Bon alors JM, on va chercher la Aristo, ça y est, t'as mis ton plus beau polo TRD. Est-ce que t'es content? Bien sûr que je suis content. En même temps, ouais, ça fait pas mal de temps que tu l'as pas roulé. Là, tu l'avais roulé il y a quelques mois quand on avait été testé la R33 GTR. Exactement. Mais depuis, ouais, tu l'as pas roulé quoi. C'est ça, c'est comme si j'allais redécouvrir de nouveau la voiture que j'ai achetée. Ouais, c'est ça, c'est ça. En plus, ça fait un bon bout de temps que tu l'attends. Tu l'as acheté il y a combien de temps là? J'ai préparé mon dossier chez Anthony au mois d'août. Ah ouais, quand même. Ça fait un certain temps. C'est ça, exactement. Bon, de toute façon, on va bientôt arriver chez GT Import. Normalement, il y a des belles choses à aller y voir. Ça devrait être sympa. On va passer une bonne après-midi. Ouais, je pense, ouais. Bon nickel, ça y est, on est enfin arrivé chez GT Import et apparemment il y a de très belles choses. Notamment j'ai vu cette GTR bleue R34. Ouais, c'est une V-Spec, hein. On avait vu sur internet que c'était une V-Spec. Et puis forcément, ta Aristo elle est là. En plus là elle est soulevée, on va pouvoir regarder en dessous parce qu'apparemment elle est en parfait état en dessous. Hein. C'est ça. Exactement, non mais c'est impressionnant ce qui a été fait par Tom sur le châssis, c'est impressionnant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que Toms ont fait sur la voiture. Alors donc on a ça s'appelle un X-Brace. En fait c'est un renfort global du châssis. Ah, par contre c'était des soudures, c'était artisanal, hein, Toms à l'époque, à ces époques-là. Donc il y a un peu d'oxydation en surface parce que c'était pas peint comme des pièces d'origine. Voilà, comme... Donc bon, ça c'est du détail. Après, là il y a un freinage de Supra MK4 qui a été monté devant dans ce qu'on appelle les étriers Eurospec. Enfin, c'était les gros étriers proposés pour les Supra qui sont plug and play à l'avant. Les Duritavia aussi montés. Et là, donc, on a le catalytique d'origine qui est préservé. Et là, on a le duplex de chez Toms. Donc il se divise ici. On a encore des renforts Toms ici, là. Et voilà, donc elle est assez... Ils ont fait du super travail. On a les combinés filetés Toms, qu'on appelle les Advox aussi, c'est la gamme de combinés. Là, ils sont tout neufs, ils viennent d'être posés. Et honnêtement, le japonais qui l'a posé, respect à lui parce qu'il a préservé le style de la voiture. Parce que ceux-là, honnêtement, j'aurais pas aimé les payer, hein, les combinés à scène. Tu m'étonnes. Voilà, et sinon, Duritavia à l'arrière, freinage d'origine à l'arrière. Écoute, on va la descendre et puis on va voir un petit peu... Ça marche, faisons cela. Juste petite précision. Ah, il y a Hassen qui va ajouter un petit détail encore. J'ai été sur Yahoo Auction. Oui. Je voulais me renseigner au cas où que les amortisseurs soient pas en bon état. Les Advox d'origine, Toms,
ils sont à environ 1500 € utilisés. Donc j'ai remarqué c'était sur des aristos qui avaient environ 150 000 km. Et en plus, dans l'annonce, la personne précise qu'il ne garantit pas l'efficacité des amortisseurs. Et en neuf, dans leur boîte d'origine, on est à plus de 3-4 000 € sur des Advox propres. Ah ouais, quand même. Et donc ça, c'était sur Yahoo Auction, donc directement au Japon. Donc on parle même pas de l'importation ou quelque chose comme ça. C'est vraiment d'origine au Japon, ça se revend 4 000 €. Ah ouais. Ouais, ça pique un peu quand même. C'est une catastrophe. Bon, du coup, tu feras attention, faut pas les casser. Il faudra pas les casser. Et même dans tous les cas, le jour, enfin j'espère pas, mais si les amortisseurs ne sont plus en bon état, je pourrais pas me permettre de racheter des Advox. Donc ça sera du Tain ou quelque chose comme ça, mais les Advox d'origine Tom, c'est impossible. Et du coup, Anto, ça c'est ta voiture perso quoi. C'est la mienne. Celle que tu viens de finir et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir. La dernière fois qu'on est venu, tu nous en avais un petit peu parlé. Mais là, ça y est, elle est là quoi. Voilà, elle est là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, donc il y a plusieurs personnes qui ont été dessus. Il y a donc Salim, l'IMSA Motorsport, qui m'a fait toute la partie mécanique, et Andy, donc du garage du Buech, qui m'a fait tout ce qui est carrosserie, compartiment moteur. Donc voilà, Andy qui a sorti le moteur, remis le moteur, qui m'a fait la B-moteur, tout le traitement de la corrosion des tourelles, parce que je l'avais acheté il y a 3 ans, mais au vu des prix, j'en avais acheté une avec un peu de travail à prévoir. On a refait la boîte de vitesse aussi, tout est refait à neuf, le freinage avant. Il y a pas mal de trucs qui ont été refaits à neuf, je vais te montrer le moteur. Vas-y. Voilà, parce que le moteur, c'est quand même du très très beau boulot qu'a fait Salim. Donc c'est un bloc forgé qui est prêt pour une config plutôt sympa, mais la config viendra l'hiver prochain. Là, il reste encore quelques pièces à acheter. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est très très propre. Hein. Bon, je vais pas vous spoiler davantage cette R34 GTR puisque je compte en faire une vidéo dédiée lorsqu'elle sera totalement terminée. On va plutôt parler plus en détail de cette Toyota Aristo qu'on a remontée jusqu'à Metz. Bon, ok, je sais exactement ce que vous allez me dire. En réalité, Laurent, ce que tu nous présentes aujourd'hui, c'est une Lexus GS300, on est d'accord? Et je vous dirais, non, c'est vraiment extrêmement différent parce qu'en fait, la GS300 n'est jamais sortie avec ce moteur. Ici, on a vraiment le moteur de la Toyota Supra et c'est ce qui change tout. Approchez, je vous montre. Et ouais, comme je vous le disais, dans cette voiture, le moteur est un petit peu spécial. Bah, d'ailleurs, c'est Hassen qui va nous le présenter, puisque Hassen, tu le connais bien ton moteur. Hein. Ouais. Putain, il est beau. Hein. Il est magnifique. Et du coup, celui-là, c'est vraiment le même que celui qu'on a dans la Toyota Supra, quoi. Exactement, c'est le même. Le 2JZ VVTi avec le twin turbo. Et il sort combien de chevaux celui-ci? 330 parce qu'il a été préparé par Toms. D'accord, ok. Et d'origine, normalement, c'est 280 comme toutes les voitures japonaises de l'époque. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, sur pourquoi toutes les japonaises de cette époque-là faisaient 280 chevaux exactement et pas un chevaux de plus. Tout à l'heure, Anthony de GT1 Porn nous a indiqué toutes les petites spécificités en dessous du châssis de la version Toms, mais on n'a pas pris le temps de mentionner ces jantes en magnésium. C'est peut-être une des toutes premières voitures de série à avoir des jantes en magnésium. Je vous rappelle que cette voiture date de 2001. Celle-ci exactement date de mars 2001. D'ailleurs, c'est une des toutes premières Toms à être sortie et on avait déjà des jantes en magnésium. D'ailleurs, en parlant des options un petit peu spécifiques des voitures de cette époque-là, dès 2001, on va aller à l'intérieur, il y a 2-3 trucs qui, à mon avis, vont vous surprendre. L'intérieur de cette voiture est assez exceptionnel pour l'époque. Moi, je suis quand même assez impressionné. Il y a plein de petites choses qu'on a pour une voiture de 2001. Moi, je le connais parce que j'ai une Avantime qui est à peu près de la même époque. Il y a plein de trucs que mon Avantime n'a pas, qu'il y a dans cette voiture, alors que pourtant, l'Avantime, c'était déjà censé être une voiture assez haut de gamme pour l'époque. Mais là, clairement, on a les sièges full électriques dans tous les sens, qui sont assez impressionnants. On a plein d'autres choses. De toute façon, je vais te laisser présenter, c'est ta voiture, donc à la limite, tu peux nous en parler. Déjà, le petit effet waouh, il n'y avait pas que les sièges qui étaient électriques. Mais tu vois, mais ça, aussi le volant. Mais ce genre de truc, mais ça, c'est fou, quoi. Pour l'époque, c'est quand même assez impressionnant. C'est ça. Et puis après, quand on enlève la clé, ça, c'est le genre de truc qu'on retrouve plus dans de la classe S, dans la BMW série 7. J'ai l'impression que Toyota visait vraiment très haut avec cette voiture. Hein. En 1997, quand Toyota a sorti la génération 2 de la Aristo, ils étaient vraiment dans une phase où il fallait concurrencer de la voiture allemande. Donc même dans les flyers, les publicités d'à l'époque et tout ce qui va avec, on sentait clairement que ça concurrençait de la Mercedes. On veut taper de la classe E. Classe E, classe E, classe E. Oui, parce que autant la Aristo était vraiment réservée au marché japonais, autant eux, ils avaient quand même dans la tête la GS qui allait être distribuée partout. C'est ça. Forcément, il fallait également que ce soit capable
de concurrencer ce genre de voiture, quoi. Mais du coup, il y a des petites spécificités sur l'intérieur par rapport à la version GS, c'est que les sièges en tissu n'ont jamais existé sur la version globale de la voiture. Ouais, parce que ça, c'est vraiment un truc de japonais, quoi. C'est ça. Aimer les sièges tissus, c'est un truc, bon, je sais pas pourquoi, mais eux adorent ça, quoi. C'est super simple. En fait, les sièges tissus par rapport aux sièges cuir, c'est parce que le luxe à la japonaise, c'est il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Le cuir, quand on se met assis dessus, il y a toujours ce petit bruit un peu dérangeant. Alors que le tissu, du velours ou un tissu de haute qualité, ça ne fera jamais de bruit. D'accord, c'est ça l'explication, bah je savais pas. C'est super intéressant. D'ailleurs, dans la Century, ils ont mis justement de la laine, parce que la laine, c'est ce qui fait le moins de bruit. C'est fort. J'adore ce genre d'anecdote, c'est improbable. Et est-ce qu'on sait pourquoi ils ont réservé quelque part les meilleures versions au marché japonais? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que Lexus c'est au-dessus de Toyota. Finalement, quand on regarde les Toyota qui sont vendus au Japon, on se rend compte qu'elles sont plus puissantes, elles sont mieux équipées, elles ont tout en plus par rapport au Lexus de la même époque, quoi. Oui, parce que tout le monde pense que le Lexus est la version haut de gamme de chez Toyota, alors que même en 2021, la voiture du groupe Toyota la plus luxueuse, c'est la Toyota Century. Ouais, bah, et en termes d'options improbables, tu as également une sorte de purificateur d'air là derrière le volant. Mais comment ça marche ce truc? Mais c'est quoi? Sur un souci de qualité de vie intérieure, Toyota à l'époque a ajouté un système de purificateur d'air dans la voiture avec un filtre séparé que le filtre d'habitacle. Parce qu'il y a vraiment un filtre habitacle et un filtre pour le purificateur d'air. D'accord. Le filtre du purificateur d'air est dans le coffre, alors que le filtre de l'habitacle est dans la boîte à gants. C'est marrant, c'est ouf. Et du coup, t'as déjà essayé un petit peu de le mettre en fort, de le mettre en faible? Je l'ai jamais utilisé. T'as jamais utilisé? Et après, je pense qu'aussi c'est parce que en ville, l'air, elle doit être vachement polluée. Ouais. Au Japon. Effectivement. Quand tu dois être sur Tokyo ou quelque chose comme ça, l'air, elle doit pas être agréable à respirer. Donc ça doit être pour ça que déjà à cette époque-là, Toyota s'est permis de mettre un purificateur d'air dans la voiture. Évidemment, un véhicule comme ça, c'est un véhicule qui s'apprécie surtout au volant. Donc on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Cette Aristo de 330 chevaux, voiture exclusivement vendue au Japon à la base. Il faut savoir que la VA300 Toms a été vendue qu'à 200 exemplaires. C'est assez ouf de se dire que c'est une voiture qui a été vendue en si peu d'exemplaires uniquement au Japon et on en a une ici, on peut l'essayer. Je trouve ça vraiment super passionnant, quoi. Déjà de base, l'environnement fait très très japonais, avec forcément le petit mano, etc. Ce compteur Toms qui est magnifique. Donc ça, c'est le genre de compteur qui est complètement introuvable, parce que celui-ci monte à 280 km/h, alors que de toute façon, elle est bridée à 180. Mais les compteurs d'origine montent du coup que à 180 km/h. En avoir un qui monte à 280, c'est assez rare et c'est assez recherché. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le poste d'origine. Ça, c'est un poste Pioneer Carrozzeria qui a été remplacé, qui vient notamment avec ses tweeters également, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est une marque, encore une fois, complètement spécifique au marché japonais. Carrozzeria ne se vend pas du tout en Europe, et c'est même aux États-Unis, c'est vraiment uniquement japonais. Et c'est assez fou de se rendre compte qu'on a ce genre de pièces, quoi. Puis tout est marqué en japonais, on a des kanji un petit peu partout. Je trouve ça assez ouf, en fait, cet environnement. C'est une vraie voiture japonaise, quoi. C'est pas une voiture qui a été européanisée. Et c'est suffisamment rare pour être assez excité de pouvoir monter là-dedans. Alors, je règle le siège à ma convenance. Tu pourras le régler comme tu veux après. Il n'y a même pas de mémoire, quoi. Ouais, ça c'est vraiment ça. Franchement, n'importe quoi. Ça se dit voiture de luxe, il n'y a pas de mémoire. C'est une automatique, il y a 3 pédales. J'imagine que la 3e pédale, c'est le frein à main, c'est ça? Exactement. Comme chez les vieilles Merco, c'est marrant. Alors, bon, sinon, on est relativement bien installé. Là, ça fait du bruit, mais c'est parce que j'ai le micro. C'est pas parce que tout à l'heure, il vous a dit que les sièges tissus ne faisaient pas de bruit. Mais là non, ça n'a rien à voir. Alors, on va la passer en drive. Et puis, du coup, je crois que c'est parti. On va tester ça. Alors, c'est la première fois que je roule un 2JZ. C'est un événement, quoi. Et ça fait un bon bout de temps, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas roulé de conduite à droite, c'est pas vrai, j'ai eu la R33 GTR il y a pas très longtemps. Mais ça fait quand même
disons que j'ai pas forcément l'habitude de rouler des conduites à droite. À l'époque où j'avais le Boxster, ouais. Mais là, dernièrement, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Juste baisser la... C'est marqué en japonais partout, c'est insupportable. Bon, premier ressenti, c'est assez confort hein, déjà. On sent que c'est une voiture qui a été faite pour être confortable et ça marche. Elle est vraiment confort. Alors évidemment, nous sommes sur autoroute allemande, donc on va pouvoir tester un petit peu quand même, voir si ça marche. Non, c'est pas vrai. On n'est absolument pas sur autoroute allemande. Dans tous les cas, on voit pas le compteur. C'est vrai que de toute façon, on voit pas le compteur, donc là, je pourrais être à 50, on le saurait pas, quoi. Non, mais ça donne envie quand même de voir ce que ça donne, quoi. Ah, yes. Et ça marche vraiment bien, en fait. Ça marche vraiment pas mal. On dirait pas, mais la boîte, elle réagit super bien. Ouais. C'est vrai que j'avais peur aussi de ça, parce que du coup on se retrouve avec une boîte automatique et la question était est-ce que les vitesses vont passer correctement ou est-ce que ça va être une de ces vieilles boîtes de vitesse des années 2000 et que ça va pas être fameux. Bah, en vrai, très honnêtement, c'est pas mal du tout. Ça a l'air assez agréable. C'est sûr, on est loin d'une PDK, mais... Ouais, c'est pas ma PDK, c'est sûr. Enfin, mon ancienne PDK, j'ai plus de PDK. Je n'ai qu'un V6 boîte manuelle. Mais sinon, ouais, c'est vrai que quand tu mets pied plein dedans, tu sens qu'elle rétrograde bien, elle va... Mais ouais, clairement. Parce que là, elle est vraiment très bas dans les tours, on est en mode vraiment confort. Et là, on va sortir du village, je vais pouvoir accélérer un peu. Et clairement, ouais, elle réagit tout de suite. Hein. Le mieux, c'est à 4000 tours quand le deuxième turbo est prend. Ouais. Et elle monte très fort, très vite. Hein. J'imagine même pas ce que ça donne un 2JZ quand c'est un peu préparé, quoi. Parce que là, au final, Toms a surtout fait des modifications sur le châssis, en fait. Ils n'ont pas fait énormément de choses sur le moteur. Ils ont mis une ligne et ils ont fait une petite reprogrammation pour la monter à 330, quoi. Exactement. Ils l'ont un peu libéré. Mais on peut pas parler d'une vraie préparation moteur, quoi. C'est plus une grosse préparation châssis. Parce qu'au niveau du châssis, comme on a pu le voir dans le début de la vidéo, c'est assez conséquent, quoi. Mais niveau moteur, on n'est pas loin d'un 2JZ d'origine, quoi. Bah surtout qu'en Europe, le 2JZ, il sortait 330 chevaux. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc, au final, ils l'ont surtout légèrement débridé par rapport à la bride japonaise, quoi. Donc là, on est dans des petits virages un peu plus sympas déjà. Et elle se démerde pas mal. Moi, j'avais peur qu'elle soit un peu pâteau, parce qu'elle est quand même lourde. Au final, ça va, quoi. En vrai, ça va. Non, puis cette dump valve, là, j'espère qu'on l'entend, parce qu'elle est super agréable, en fait. T'es vraiment dans un univers japonais, quoi. Je trouve que on sent que c'est une vraie japonaise. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de japonaise. Ma dernière Jap, c'était la RX-8, quoi. C'était il y a bientôt 10 ans maintenant. Hein. Ça me donne presque envie de reprendre une Jap. Genre une RX-7 FD. Anthony, si tu m'entends. Alors par contre, ce qui est déconcertant, c'est que les essuie-glaces et les clignotants sont inversés. C'est-à-dire que mes clignotants sont de ce côté-là et les essuie-glaces sont de ce côté-là. Alors que naturellement, on a tendance à utiliser les clignotants de ce côté. Et il faut savoir que ça, c'est que au Japon. Sur les voitures anglaises, par exemple, les clignotants sont du même côté qu'en France. Donc c'est vraiment que les Japonais qui ont décidé de faire l'échange, quoi. Tu veux que je mappe la route ? Non, c'est bien, là, t'inquiète. Comment ça envoie ? Et ça tient, quoi. Pourtant, on est sur des pneus qui sont pas ouf, là. Mais on sent que le châssis a envie. On sent qu'elle est là pour ça, quoi. C'est à la base, la Aristo est une version luxueuse, mais la V300 Toms, c'est une version sportive, quoi. Pour moi, c'est un peu c'est la C63 MG de la Aristo, si vous voyez ce que je veux dire. C'est la version M, quoi. Et c'est un plaisir de pouvoir tester un truc pareil. C'est un autre monde, en fait. Il y a vraiment un autre monde au Japon pour ce genre de voiture, et je trouve ça fort de pouvoir tester un truc pareil.
Bon, par contre, gros retour en Europe, il y a des vélos devant qui roulent l'un à côté de l'autre, alors qu'il y a un virage qui arrive, on ne peut rien voir. D'ailleurs, c'est complètement interdit de faire un truc pareil. Il faut le savoir, rouler de front en vélo, c'est interdit. Tous les vélocipédistes qui nous regardent, sachez que c'est interdit de faire ça. C'est une voiture dans laquelle tu dois perdre ton permis rapidement quand même, en vrai. Parce que tu sens qu'elle a cette envie de monter dans les tours. Après, ce qui est pratique, c'est que comme c'est une version japonaise, elle est bridée à 180. Donc au final, tu perdras ton permis, certes, mais pas trop. Tu perds un petit peu ton permis, juste. L'autre côté, le clignotant. T'inquiète, j'avais juste envie de mettre mes essuie-glaces. Oui. Parce que j'avais le pare-brise qui était un peu sale, je vais mettre mes essuie-glaces, tu te trompes. Je faisais pas du tout erreur. Bon, je pense que cette petite vidéo va se finir ici. Moi, j'ai vraiment apprécié cette voiture. De toute façon, je crois que Hassen a prévu de la présenter à d'autres personnes sur le YouTube Game français. Donc, avec un peu de chance, vous allez la revoir. J'en ai laissé pas mal pour les autres, il y a encore plein de choses à dire. Pourquoi tu recules, toi ? Il y a encore plein de choses à dire, donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez envie de voir cette voiture ailleurs. Allez, bye bye.